bonsoir. Merci d'être là ce soir. Je pense que tout le monde connaît le CAE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Peut-être, non, vous connaissez peut-être pas le CAE. De nom. De nom. Donc, bon, on dira un petit peu après. En tout cas, on est accueillis ce soir pour ce rendez-vous du mardi, qui est une réunion qu'on fait mensuellement sur une thématique dans une commune de la Mayenne. Et une thématique qui peut intéresser le grand public, les élus, les professionnels et tout le monde. Voilà. Et donc, ce soir, on a décidé de faire une réunion sur le thème du récit, le récit dans la conception architecturale et paysagère. Donc on remercie la commune de L'Huisserie pour nous recevoir, donc monsieur Bayeux, adjoint d'urbanisme, et Stéphanie Demière, c'est ça, voilà, responsable de la médiathèque. Du coup, je vous laisse parler, monsieur Bayeux. Moi, je vous souhaite la bienvenue au nom de la municipalité. Je remercie le CAE, Madame Dauphin, d'avoir organisé cette soirée sur la médiathèque de L'Huisserie. Moi, je peux vous dire en entrée sur la médiathèque, je ne vais pas vous parler de son projet architectural, puisqu'on a la chance d'avoir le papa concepteur avec nous. Donc, il fera ça 1000 fois mieux que moi. Le fonctionnement, Stéphanie gère ça très bien, elle le fera aussi 1000 fois mieux que moi. Moi, je peux vous dire comment la médiathèque est arrivée là. Donc, comme tout projet architectural, ça prend un peu de temps. Donc, elle a pris naissance dans les mandatures précédentes. On avait réalisé l'espace culturel, que vous connaissez en face. Et donc, à la fin de la mandature 2008-2014, on s'est posé la question et on a fait un sondage auprès de la commune, savoir quel était l'équipement qu'ils souhaiteraient voir sur la commune. Donc, on a eu quelques réponses. On voulait une piscine. On ne l'a pas faite. Mais on avait majoritairement des réponses nous disant on aimerait bien avoir une bibliothèque ou une médiathèque plus importante que celle qu'on avait. Parce qu'avant qu'on soit la médiathèque ici, on avait une bibliothèque qui était à l'intérieur de l'école primaire. Je ne sais pas si vous connaissez, à L'Huisserie, à côté du complexe sportif. Donc, qui était une petite bibliothèque. On va avoir une salle qui devait faire moins de 50 mètres carrés, 40-45 mètres carrés. Donc, qui était surtout utilisé par le scolaire public et l'étude le soir aussi. Il y avait une salariée qui faisait l'étude le soir dans la médiathèque, dans la bibliothèque à l'époque, et qui était principalement en fonctionnement avec des bénévoles. Voilà. Donc, la mandature qui a suivi après 2014-2020, on a écouté ce qui nous avait été demandé, donc on a réfléchi à mettre en place la médiathèque. Ça avait commencé avant. C'est Loïc Michel qui pilotait ça avant. Donc on a fait des visites de médiathèques différentes, voir un peu ce qui se passait. Il y a eu des groupes de travail qui ont été faits pour concevoir. Et le principe, c'était qu'on voulait une médiathèque qui permette d'avoir des conférences, pouvoir faire des conférences, même si on en faisait l'ancienne avant, mais en 45 mètres carrés, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué. On voulait aussi avoir un espace ludique enfant, qui nous permettait de faire des conférences, ce qu'elle fait là. Pouvoir ouvrir à l'espace médiathèque, c'est-à-dire pouvoir y mettre du numérique, pouvoir y mettre des livres numériques, voilà, ce qui était une véritable médiathèque. Et sur le lieu, après, s'est posé la question, alors pas très longtemps, dans la mesure où on avait déjà fait avant l'espace culturel en face, on trouvait normal que ce soit en lien avec l'espace culturel que la médiathèque se trouve là. Et on avait aussi l'idée qu'il fallait aussi maintenir de l'habitat, donc on a mis un peu d'habitat au-dessus de la médiathèque. Et on s'est rapproché donc de Méduan Habitat pour pouvoir voir comment on pouvait concevoir ce principe-là. Donc il y a eu un concours d'architectes organisé par Méduan, qui a eu 2 étapes. Il y a une première étape où on voit différents architectes, où on discute avec eux de la conception des modifications qu'on pourrait apporter à leur projet. Et après, on sélectionne 3 architectes qu'on garde sur les lots, il y en a peut-être 8 ou 10, je ne sais plus combien, dans la première tournée. Et sur les 3 qu'on a gardés après, on choisit une architecture à l'aveugle. Donc on ne connaissait pas le papa concepteur à la finale, on ne savait pas que c'était lui, on l'a su après. Et donc on a choisi une conception de bâtiment, et qu'on a voulu implanter dans le centre-bourg, parce que ça nous semblait d'abord plus convivial, ça permettait le passage des gens, c'était intergénérationnel. Voilà. Je peux dire sur
sur pourquoi la médiathèque est arrivée là. Sur le fonctionnement. Oui, vous voulez que je parle du fonctionnement maintenant? Alors moi, ce que je voulais dire déjà, c'est que aujourd'hui, on est le 15 octobre 2024 et vous me croirez ou non, nous avons ouvert nos portes au public le premier jour, le 15 octobre 2018. Donc j'ai trouvé ça super pour la petite histoire. C'était écrit. Donc moi, je suis arrivée en 2018, en février 2018. Pour organiser l'ouverture de la médiathèque. Donc effectivement, comme M. Bayeux l'a dit, c'était tenu essentiellement par des bénévoles, il y avait une agent qui était en place, mais l'organisation était tout à fait différente d'aujourd'hui. Donc de février à octobre, j'ai eu 8 mois là très intenses pour organiser en fait le fonctionnement. Que ce soit au niveau des collections, parce qu'effectivement passer de 50 mètres carrés à 540, il y a une différence. Organiser les horaires d'ouverture, hein, parce que c'était ouvert 7 heures par semaine, donc là on est ouvert 20 heures par semaine. Trouver une identité visuelle avec la création d'un logo, la création d'un guide du lecteur, un règlement intérieur. Enfin voilà, ça partait vraiment, il y avait plein de thématiques et c'était passionnant cette période. Donc moi effectivement je suis arrivée, le bâtiment était en cours de construction. Donc j'ai suivi quelques réunions de chantier aussi, mais j'ai surtout travaillé sur l'aménagement intérieur de la médiathèque. Je dois dire que c'est vrai qu'il y a eu un gros travail d'effectuer par les équipes municipales, par les bénévoles qui se sont rapprochés aussi de la bibliothèque départementale pour avoir des conseils. Il y a eu un gros travail effectué pour savoir ce que c'est qu'une médiathèque aujourd'hui, les besoins en termes de volume, en termes de praticité, enfin voilà. Et bon, je suis dans le domaine depuis un certain temps, j'en ai visité pas mal des médiathèques et c'est vrai que cette médiathèque, elle est très bien pensée. Donc ça, c'est le premier point. Elle est aussi fonctionnelle pour les agents que pour les lecteurs. Hein, les bibliothèques d'aujourd'hui, c'est un peu le leitmotiv de dire c'est un peu comme à la maison, hein, le principe de médiathèque troisième lieu, comme on dit aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que l'architecte m'a donné une enveloppe avec du blanc, avec du bois, des matériaux nobles, avec du gris. Et moi du coup à l'intérieur, j'ai, avec bien sûr l'appui des équipes en place et des bénévoles, faire le pendant de cette enveloppe là, avec du mobilier blanc, avec de la couleur apportée par les livres bien sûr, par les assises. Ce qui en fait un bâtiment qui a 6 ans, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, il n'a pas pris une ride, ce bâtiment. Il a été pensé voilà, pour justement vivre des années et toujours s'adapter en fait. Donc c'est vrai qu'on repense un petit peu on repense au fur et à mesure du temps, depuis 6 ans, les zones. Parce qu'on a de la chance aussi, on est en plateau unique. Et ça c'est une chance en termes d'agents. On n'est pas obligé d'avoir un agent à chaque étage. Enfin, c'est peut-être simple, mais déjà ça c'est super. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est qu'on est au cœur de la commune. Donc ça, c'est l'emplacement, il est super. On a un parking à proximité, on est à côté des écoles. Tout ça fait qu'on marche très bien. On est à 30% de la population inscrite, contre 16% de la moyenne nationale. Donc il y avait un vrai besoin, ça c'est sûr. Il y a un dynamisme sur la commune. Et puis aussi, c'est tout ce qu'on propose au niveau de la programmation régulière, d'animation. Et puis c'est vrai que cette bibliothèque, voilà, elle s'adresse, ça a été très bien compris, ça s'adresse au petit qui ne sait pas lire. Il a toute sa place à la médiathèque, comme les seniors. Voilà.
ce que je peux vous dire. Quelques mots, j'avais préparé plein de choses. Du coup, c'était l'occasion de me replonger dans l'architecture au fil des années au niveau des médiathèques. Et c'était intéressant de voir comment les architectes se sont appropriés ces lieux culturels. Et donc c'est chouette de voir que ces structures sont au cœur de la cité et que c'est plus les livres qui sont au cœur des médiathèques, mais vraiment vous, le public. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Et puis peut-être que vous pourrez continuer tout à l'heure à dire quelques mots sur le fonctionnement, etc. Si tout à l'heure Julien le souhaite en parlant de l'architecture du lieu, enfin vous deux si vous le souhaitez. Très vite on va passer sur le CAE, mais j'ai l'impression que tout le monde connaît le CAE sauf la dame et votre fille, ou je sais pas, les deux personnes là-bas. Donc en fait, Daphné a fait un stage à la médiathèque récemment, mais elle veut pas du tout être bibliothécaire, elle veut être architecte. Donc c'est super. Je vais la contacter quand même. C'est génial, c'est une bonne idée. Voilà. C'est super. Donc, du coup, le CAE, c'est un organisme associatif qui est né suite à une loi sur l'architecture de 1977 et qui réunit une petite équipe. Donc aujourd'hui, on a un bout de l'équipe qui est là, et c'est déjà pas mal. Il y a Cédric Loisa qui est architecte au CAE, à 3 jours par semaine. Valentine qui travaille beaucoup, et c'est d'où l'idée de Valentine, c'est dit récit, on va aller dans une médiathèque ou une librairie. Ça, c'était une très belle idée. Donc Valentine Boer, qui est jeune architecte au CAE à plein temps comme moi. Et puis, pas jeune, mais à plein temps. Et puis, en ce moment, nous avons Anna Le Calvé, qui est aussi jeune architecte et stagiaire pendant 6 mois au CAE, et qui nous parlera tout à l'heure, parce que justement, elle a fait son PFE, donc son projet de fin d'études, avec un récit, une fiction. Donc c'est une belle idée aussi de la part d'Anna de bien vouloir nous raconter quelque chose sur ça. Et puis bon, ensuite on a la suite de l'équipe. On a une paysagiste qui est là 3 jours par semaine, Mathilde Dudron. On a un autre architecte, Guillaume Peyer, qui fait une 50aine d'heures par mois, qui donne des conseils aux particuliers un peu partout en Mayenne, dans des lieux de permanence. Ça, c'est gratuit pour les particuliers. Et puis ensuite, nous avons Coraline Cruau, qui est notre assistante de direction. Et puis je crois j'ai fait le tour parce qu'on a une petite équipe. Voilà. Mais on essaye de faire plein de choses et comme on peut. Voilà. Et puis j'ai oublié aussi ce soir, il y a Alexis qui est là, qu'on utilise régulièrement, entre guillemets, hein, c'est pas le mauvais sens, mais qui nous aide à capter ces soirées, et ça nous aide à capitaliser un petit peu sur ce qu'on fait. Donc le CAE, donc on donne du conseil aux particuliers, on assiste les collectivités dans leurs projets, en général, que ce soit un petit projet, un plus grand, on les aide à réfléchir et on essaye de les aider à aller vers une décision, que ce soit dans un sens ou dans un autre, et après ils vont aller vers la maîtrise d'œuvre, parce que avant peut-être de la programmation et autres, puisque nous on réalise jamais de maîtrise d'œuvre, on est vraiment que dans le conseil. On fait de l'information et de la sensibilisation. Ce soir, c'est un exemple. Cette journée, on a passé, entre autres, avec une collègue, notre collègue paysagiste, à faire une petite formation pour les élus sur la thématique du paysage. Voilà, on fait plein de choses comme ça. Vous regarderez sur le site caue53.com et vous verrez plein de choses. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a 93 CAE, donc il y en a presque un par département. Près d'ici, il n'y a qu'en Ille-et-Vilaine où il n'y en a pas. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes basés à Laval, près du viaduc, en dessous de la Scomane, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, ce soir d'abord, merci pour l'accueil par Monsieur Bayeux et puis aussi Stéphanie. Nous allons maintenant essayer de voir un film. On va vous passer un film. Je ne sais pas si vous connaissez ces films qui passent aussi, qui sont passés au niveau du grand public. C'est des films d'Arte qui décortiquent des bâtiments d'architecture. Ça existe depuis début des années 2000 et il y en a eu plein. Donc on va vous passer un film sur d'Arte. C'est Richard Campan et Stanleman qui faisaient ces films. Là, c'est Richard Campan qui est plus sur ce film-là. Les termes de pierre, c'est des termes qui sont à Vals en Suisse, dans les Grisons.
et qui ont été construites par quelqu'un qui s'appelle Peter Zumthor, un architecte suisse que les architectes apprécient souvent. Voilà. Ensuite, on laissera Anna nous faire sa petite fiction. Elle va nous raconter quelque chose sur un lieu de Mayenne, mais ça pourrait être ailleurs. Et puis ensuite, on a sollicité, et merci beaucoup à lui d'être venu, Julien Guénégué, donc de l'agence Rhizome, qui a réalisé cette bibliothèque. Et bel anniversaire à la médiathèque qui a 6 ans alors aujourd'hui, qui nous parlera justement, d'une façon peut-être d'un récit, comment s'est passé ce projet. Et puis après, Stéphanie nous lira aussi un texte qu'elle a choisi et qui parle bien de Laval aussi, enfin de la Mayenne, on va dire. Et puis nous aurons, il n'a pas pu venir, on n'a pas réussi à faire venir un illustrateur, donc on s'est dit aussi c'est une façon de raconter de l'architecture ou de la conception paysagère ou autre. Donc on a Antoine Maréchal qui avait travaillé entre autres en Mayenne et qui on l'a filmé, enfin Valentine a préparé un petit document et on verra, Antoine nous parlera de son travail d'illustrateur architecte. Et la fin, on termine toujours par un petit verre. Ça sera un petit verre pour la médiathèque. Voilà. Alors, il faut que je fasse vite d'abord un petit discours sur le récit, mais je vais aller très vite. Alors, le récit, pourquoi on s'est dit que ça serait intéressant d'aborder cette thématique? C'est parce qu'en général, un projet, on doit le raconter. Quand on va dans des jurys, comme vous avez pu le faire pour la médiathèque ou d'autres bâtiments, si on nous annonce le programme comme ça, évidemment c'est très factuel, il y en a besoin d'un moment donné, mais c'est bien de raconter un projet, de savoir comment il est né, comment il se vit, c'est des émotions, c'est plein de choses. Donc on s'est dit, ça serait peut-être intéressant de faire un rendez-vous du mardi sur cette thématique. Alors, un dessin de Valentine qui illustre un peu ce qu'on veut dire avec ça. Pour aller d'un endroit à un autre, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir une expérience entre un intérieur et un extérieur. On va avoir différentes phases, et puis dans l'espace, et puis avec un cheminement. Et puis on va pouvoir voir comment le concepteur a voulu organiser ce projet et comment on arrive. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez en haut le bâtiment qui s'appelle Point B. Il y a quelqu'un en dehors des architectes, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ça veut dire que je l'ai mal dessiné. Mais non, mais c'est pas connu dans le grand public, je crois. C'est pas notre médiathèque. Il n'est pas rose. C'est quelque chose qui est donc d'un architecte qui s'appelle Le Corbusier. Donc ça, presque tout le monde connaît le Corbusier. Et à Ronchamp. Donc Ronchamp, je crois que c'est dans les années 50, cette chapelle qu'elle s'est faite. Donc c'est dans le Doubs. Et c'est une chapelle qui est dans une clairière, on va dire. Et du coup, comment on fait pour arriver à Ronchamp, à cette chapelle? Il y a un parcours, il y a une histoire de découvrir au fil du parcours, du chemin, cette chapelle, cette construction. Aujourd'hui, elle a évolué avec le temps, donc il y a eu aussi quelques petites constructions, des petites choses qui se sont faites autour pour accompagner l'activité de cette chapelle. Mais c'est un lieu qui est très fort aussi, et avec une très belle lumière, etc. Donc, comme ça vous est indiqué, c'est organisé avec les différentes fonctions qu'on veut faire passer dans le projet qui est fait suite à une commande. C'est aussi de donner des proportions aux différents espaces, aux volumes. C'est cadré sur quoi on veut cadrer. C'est animer, raconter un parcours, et puis c'est des émotions, c'est essayer aussi de donner, mais comme vous l'avez raconté Stéphanie, ici vous avez eu un bâtiment, et puis après vous avez réussi à vous en emparer pour avoir des émotions et à essayer de faire que le public ait des émotions. Et peut-être que si vous avez 30% de public de la commune, c'est parce que vous avez tous bien réussi entre la maîtrise d'ouvrage, l'architecte et puis vous-même, et puis aussi les habitants, tout le monde s'y retrouve.
parce que c'est jamais un travail tout seul aussi quand on fait ce travail-là. Et puis c'était émouvoir, je crois qu'il y avait encore, les ambiances sensorielles, c'est ce qu'on disait un petit peu. Voilà. Alors ensuite, voilà, on s'est appuyé sur un petit livre qui sera peut-être intéressant pour... C'est Alexandra, je ne sais plus votre prénom. Moi ? Oui. Moi, c'est Daphné. Daphné, pardon. Excusez-moi. Pour Daphné, il pourrait être intéressant. Il s'appelle 101 petits secrets d'architecture qui font les grands projets. Et ça donne plein de petits trucs qui expliquent un petit peu comment on arrive à de l'architecture. Et de ce petit livre, on en ressort, voilà, qu'est-ce que c'est un architecte ou un paysagiste, un concepteur, parce que ce sont des concepteurs. Donc on agit sur le sensible et on s'occupe de comment faire pour que l'homme, mais c'est ce que Stéphanie nous a raconté, se trouve bien dans son environnement. Alors que l'ingénieur, lui, il va plutôt travailler avec des structures, avec des choses qui sont très utiles et qui sont plutôt de l'ordre des éléments physiques, on dit. Voilà. Alors, il faut que je lise maintenant. Donc on avait choisi de vous lire un petit extrait d'un architecte dont vous verrez le film après, c'est Peter Zumthor, parce qu'il a enseigné, je ne sais pas s'il enseigne encore parce qu'il commence à être plus très jeune, Peter Zumthor, et son livre, ça s'appelle « Penser l'architecture ». Et ce recueil, en fait, c'est un ensemble de différents textes qu'il a fait pour des colloques, etc. Et comme ça, vous allez avoir une idée un peu de ce qu'on appelle, ce qui est pour lui en tout cas, penser l'architecture. C'est page 86. Oui, c'est ça. Alors, on est dans un chapitre qui s'appelle « La magie du réel ». Et voilà, il avait fait ce texte en 2003. Alors, dans mon travail, je veille ainsi à imaginer le bâtiment comme un corps et à le construire comme tel. Comme une anatomie avec une peau, comme une masse, une membrane, comme un tissu ou une enveloppe, un drap, du velours, de la soie et de l'acier brillant. Je veille à ce que les matériaux s'harmonisent entre eux, je m'efforce de les faire chanter. À telle quantité de bois, de chêne et de tuf, j'ajoute 3 grammes d'argent, une poignée à tourner, des surfaces en verre brillant, afin qu'avec chaque composition de matériaux naisse quelque chose d'unique. Je suis attentif au son dans une pièce, au bruit que font des matériaux qui entrent en contact, au bruit des surfaces, au silence, condition de l'écoute. J'accorde une importance à la température, à la fraîcheur bienfaisante, aux nuances de chaleur qui flattent le corps. Je pense aux choses personnelles que les gens rassemblent dans certaines pièces pour travailler, pour se sentir chez soi et pour lesquelles je crée un lieu et un réceptacle. J'aime disposer les structures internes de mes bâtiments en séquences spatiales qui nous conduisent et nous emmènent, mais nous laissent aussi aller et nous séduisent. L'architecture comme art de l'espace et du temps, entre sérénité et séduction. Je m'efforce de montrer avec soin la tension entre intérieur et extérieur, espace public et intimité. J'accorde une attention particulière au seuil, au passage et aux limites. En jouant avec l'échelle et la taille des choses, je désire créer des paliers d'intimité, des degrés de proximité et de distance, et j'aime placer les matériaux, leurs surfaces et leurs arêtes, brillantes ou mates, à la lumière du soleil, faire naître mystérieusement des masses profondes et des degrés d'ombre et d'obscurité, afin de faire ressortir la magie de la lumière sur les choses, jusqu'à une harmonie parfaite. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on ne va pas lire tout le livre. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée, par exemple, d'un architecte, comment il peut essayer de raconter, comment il arrive à créer son projet, son œuvre, on va dire. Il y a quand même plein de choses derrière, mais on n'arrive pas toujours à le dire et à le montrer. Peter Zumthor, il est assez fort pour le raconter quand même. C'est un architecte, donc aujourd'hui, il a dans les 80 ans ou un peu plus, et il travaille beaucoup, un peu comme un artisan. Il travaille dans toute cette... il a travaillé beaucoup dans les Grisons, donc dans la Suisse, en Suisse. Il travaille avec la pierre, avec le béton, avec le verre aussi. Et j'ai dit le bois.
non, j'ai pas dit, le bois, c'est ça, pardon. Et il va travailler un projet, il va travailler tout le projet, c'est-à-dire depuis l'esquisse jusqu'au petit détail, il va tout détailler le projet. Il y a des grandes agences architectes, ils ne travaillent plus tout le projet, même dans des agences plus petites, ça dépend d'une organisation. Voilà. Et puis voilà, on va voir le film donc, où on va voir un exemple de ce qu'il fait. Alors vous allez vous plonger pendant 26 minutes un petit peu ailleurs. Est-ce que vous voulez nous dire ce que vous avez pensé de ce film? Quelqu'un qui veut exprimer quelque chose? Il y a une conception de la vie dans le bâtiment. Le bâtiment est très, très intégré dans son environnement. Ils ont été contraints parce qu'il y avait les 5 bâtiments initiaux, donc il fallait faire en sorte que ces bâtiments existent toujours. Mais on voit que le projet de l'architecte prend en compte une certaine conception de la vie. C'est ça qui est important en fait. C'est comment je vais à la fois garder l'immensité de la montagne, garder l'existant en matière d'architecture et comment les gens vont pouvoir vivre leur liberté, comme il le dit. C'est vrai. On est proche d'une conception de Le Corbusier aussi. On n'est pas loin. Côté. On sent aussi que c'est un projet qui a eu une grande concertation. A priori. L'idée principale, c'est ce qu'il a gardé au début, c'est l'image forte. C'était l'idée de carrière et de caverne où on rentrait. Et en projet d'architecte, c'est toujours compliqué de garder son image forte. Et il a réussi à faire ressentir ça aux gens. Les dimensions, les couleurs, les lumières, Les matériaux. Le ressenti. Ça vous a pas embêté comme film? C'est très joli. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. C'est vraiment très joli. En plus, il a dû évoluer le site lui-même, parce que je crois qu'il y avait d'autres projets après, parce que ça, il a fait les travaux, ça date, la réalisation de 96, le film de 2001, je crois. Et je crois qu'il y a eu d'autres choses après qui se sont faites, mais moi, j'ai pas vu que dernièrement comment c'est maintenant. Mais c'est dans un village, et c'est vrai que c'est très agréable aussi en plus. Ils ont conservé les vues, on pense, parce que quand on voit du bâtiment, quand on voit les gens faire le foin, c'est quand même précieux. Il y a des fois des projets où on casse complètement les vues. On a oublié tout, alors que là, ça a été son attention principale. Enfin, une. Oui, parce que quand on voit le bâtiment des années 60, qui a une... quand même, oui. C'est autre chose. C'est quand même c'est chouette hein, quand on voit les gens faire le foin là. Vous êtes prêts pour aller dans une autre histoire? Donc Anna va nous emmener dans une autre fiction. C'est assez bon. Oui, Je ne sais pas si tu veux t'asseoir là ou être debout. Je vais debout. Alors, comme Carole l'a dit tout à l'heure, je m'appelle Anna et je suis stagiaire au CE de la Mayenne. Je fais ce stage dans le cadre de la fin de mes études d'architecture. Et donc ce soir, je vais vous lire le récit que j'ai rédigé pour mon projet de fin d'études. J'ai été amenée à rédiger ce récit dans un premier temps pour pouvoir simplement mettre en mots mon ressenti sensible et personnel vis-à-vis de mon site de projet. Et puis en fait, très rapidement, le récit, c'est devenu une sorte de fil conducteur pour moi, pour faire vivre mon projet au-delà du dessin, en fait, simplement des plans d'archi, etc. Et puis de vraiment constituer à mon projet une sorte dans son propre univers fictif. Donc mon récit, il s'intitule Un paysage de béton. Il s'organise en 4 temps qui sont chacun imagés par une image. Et donc le premier temps s'intitule La fascination. Lorsqu'elle sortit de la voiture et qu'elle posa son regard sur la scène qui s'offrait à elle, le temps sembla se figer. Elle resta là, momentanément incapable de comprendre l'ampleur du spectacle qui retint son regard captif. Leur objectif initial était clair, inspecter le site industriel en vue de préparer leur action de sabotage. Mais à présent, fascinés par le labyrinthe tentaculaire de machines se dressant au-dessus du gouffre artificiel,
elle sentit ses convictions vaciller. Les autres poursuivirent leur chemin, se rapprochant de plus en plus de leur destination. Elle, en revanche, resta sur place, incapable de bouger. L'atmosphère émanant de ce lieu la troublait. De loin, l'architecture austère de la cimenterie dominait l'horizon, se détachant du paysage naturel dans un contraste saisissant. Une brume de chaleur ondulait et s'accompagnait d'un voile de poussière épais, brouillant les contours anguleux du complexe industriel. Hypnotisée par l'attrait énigmatique du paysage inconnu auquel elle faisait face, elle ressentit un tiraillement déconcertant, mêlant fascination et discorde. Comment quelque chose d'aussi visuellement captivant pouvait-il oser défier ses principes éthiques les plus profonds? Les machines étrangères bourdonnaient d'une puissance singulière, leurs mécanismes et rouages savants la laissant perplexe. Chaque structure imposante témoignait de la conquête audacieuse de la modernité et de ses prouesses techniques façonnant le tissu même du monde environnant. Pourtant, au milieu de ce spectacle impressionnant, une vérité plus sombre se profilait. Le géant industriel projetait son ombre imposante sur la carrière. Ses opérations incessantes soulevant des nuages de poussière, rappelant brutalement le sacrifice environnemental causé par le progrès. Face à une telle grandeur et à une telle dévastation, elle se trouvera déchirée par des émotions contradictoires. L'émerveillement se mêlant à l'effroi, l'attrait de l'innovation se heurtant à la culpabilité de la complicité. Alors le deuxième temps s'appelle La Machine, ce monstre déchu. Se tenant au milieu de l'immensité du paysage désolé, elle s'engagea dans un duel silencieux avec ce géant de béton. Son regard se posa alors sur la tour se démarquant de la ligne d'horizon. Une silhouette fantomatique se dessinait au cœur de cette structure, contrainte et captive. Elle comprit la solitude de ce monstre colossal, perdu au milieu nulle part. Malgré le calme inquiétant, elle entendit le bourdonnement sourd des machines, laissant deviner une activité incessante à l'intérieur de ce dernier. Poussée par la curiosité, elle se mit en marche et s'approcha de cet enchevêtrement titanesque. Une fois au pied de cette cage vertigineuse, elle se sentit insignifiante. Elle éprouva immédiatement de l'empathie pour la machine enchaînée. Au cœur de cette masse construite, ce monstre désemparé était pris au piège par sa propre activité forcée. Face à cette scène, elle vit une métaphore saisissante. Comme la machine, l'humain cherche tant la prouesse technique pour améliorer ses conditions qu'il engendre un grand mal à sa propre vie et son environnement. Le cœur lourd, elle tourna le dos à la machine, déconcertée par l'ironie pesant dans l'air. Une ambition condamnante. À chaque nouvelle visite, un malaise grandissant s'installa dans sa poitrine. Elle sentit l'ambition acharnée du complexe gagner du terrain. Aveugle et orgueilleux, ce dernier semblait entamer une course dont la destination était incertaine. La chaîne de production semblait en perpétuel mouvement. La machine travailla inlassablement à plein régime. Le bourdonnement mécanique lointain s'était transformé en un grondement assourdissant qui résonnait dans l'air. Les camions allaient et venaient de plus en plus fréquemment, leur vacarme s'ajoutant à la symphonie chaotique de l'activité industrielle. Elle ne put se défaire du sentiment d'inquiétude qui l'envahissait. Cette ambition frénétique ne risque-t-elle pas d'entraîner la chute même du site? Au fil de ses observations, elle remarqua que la machine tentaculaire, au cœur de toute cette production, était mise à rude épreuve. Les panaches de fumée, autrefois légers et clairs, devinrent plus sombres, plus épais, signalant la tension qui s'exerçait sur le mécanisme colossal. Ce dernier commençait à être parcouru de spasmes, ses mouvements devenant de plus en plus laborieux à chaque instant. C'était comme si les rouages du progrès s'étaient tant emballés qu'il commençait doucement à s'essouffler. Pourtant, telle une bête enchaînée, il persistait, poussé par la force inflexible de l'industrie qui ne cesse d'en demander toujours plus. Puis, elle entendit le premier crachotement audible du monstre colossal, signe avant-coureur de sa fin imminente. Les échos de l'empathie. Alarmée par la peine visible de la machine tentaculaire, et sans trop réfléchir, elle lui murmura des mots réconfortants, des mots que sans doute elle-même aurait voulu entendre. « Je te vois, lui chuchota-t-elle. Je vois ta douleur et tes efforts. Je vois l'océan d'incertitude auquel tu es confronté. » Un étrange ronronnement rauque émana de la machine, presque comme une réponse. Puis lentement, son activité sembla ralentir, comme si le monstre colossal tentait de comprendre ses paroles et de s'apaiser. Incertaine de ce qu'il se passait, elle recula. Un claquement grave et sec résonna dans le vaste site. Tout d'un coup, tout s'accéléra. La machine inversa le sens de la production, inspirant toutes les matières à elle. Gravier, sable, poussière et ciment se mêlèrent à l'eau dans un mélange homogène, prêt pour une nouvelle création. La machine colossale, revigorée, semblait prendre le contrôle de la chaîne de production, redéfinissant le cours même de l'industrie. Elle observa la scène avec émerveillement. Les ouvriers se figèrent, stupéfaits par l'autonomie inouïe du monstre mécanique.
Il ne pouvait rien faire d'autre que d'assister à la rébellion de la machine. Cette dernière commença à empiler le liquide gris foncé à ses pieds, couche après couche, comme si elle essayait de s'enterrer dans sa propre création. Mais le mélange était trop fluide, il débordait et se répandait sur le sol, se précipitant vers les bords de la carrière. La machine persiste, déterminée à se dissimuler sous les matériaux. Les curieux et les ouvriers restèrent silencieux, paralysés par le spectacle. Puis tous se mirent à l'œuvre. Des camions apportèrent des coffrages de la zone de location et des ouvriers commencèrent à s'affairer autour de la machine. Armatures, banches de coffrage et ferraillage s'incorporaient à la masse grandissante au pied du monstre. Le matériau s'éleva en un monolithe... Le matériau s'éleva en un monolithe lisse et imposant, dont la hauteur rivalisait désormais avec celle de la cage du monstre mécanique. Le béton bloquait toute vue sur ce dernier, l'enfermant complètement. Désormais épuisé, ce dernier se blottit dans cette nouvelle structure, à la recherche de réconfort et de repos. Pour la première fois, s'isolant dans l'étreinte du monolithe, il cessa de fixer le sol qu'il avait tant défiguré. Enfermé dans ce béton lisse, la machine colossale n'était plus une force de destruction, mais un géant paisible, trouvant enfin un moment de tranquillité. Donc c'est le récit de mon projet. de votre projet. Ouais. En fait, je l'ai fait en parallèle de tout Vous mon devez projet. transformer le projet pour le Non. récit de... J'ai fait le récit en même temps que je faisais le projet. Mais c'était une manière pour moi aussi d'amener plus facilement le projet final, en fait, l'architecture. Vous êtes arrivé comment à ce projet-là? La première partie de mon récit. Mon ressenti et une sorte d'ambivalence entre... Je trouve ça Parce que fascinant vous êtes et en en même face temps... une Ouais. cimenterie. Ouais, qui est impressionnante, qui appelle, qui est vraiment très très fascinante. Et en même temps qui est quand même symbole d'une industrie qu'aujourd'hui on remet beaucoup en question. Donc c'était pour moi une manière de faire ce projet-là pour pouvoir d'un côté rigidifier tout ça, figer un petit peu le site sans le détruire. Ça me faisait penser à Saint-Pierre-la-Cour. J'ai envie à appeler ça. C'est le site de base, mais dont j'ai dû me détacher aussi par Oui, non, le mais c'est vrai que récit. le récit, ça m'a fait penser à... C'est ce site-là sur lequel je me suis placée. Mais qui est vraiment un gros symbole et qui est impressionnant et qui est lumineux et qui est massif et qui... Et qui touche le bourg, etc., Ouais. etc., les zones habitées, tout ça. Ouais, et qui a beaucoup d'impact effectivement sur Avec la carrière qui le touche. sol, sur... Mais en quoi ça vous a aidé, je veux dire, écrire ce récit, en quoi ça vous a aidé dans votre stage? Enfin, Pour mon projet, oui. Ah, merci. il y a eu deux trucs principaux. De un, c'est faire passer le projet de manière un peu plus simple, compréhensible. Donc en fait, raconter mon récit, ça me permet aussi de mettre en mots vraiment ce que j'ai ressenti et comment j'ai réfléchi mon projet. Et donc en le mettant en récit, en faisant suivre à tout le monde une histoire, une fois que je donne mes planches d'archi, une fois que j'ai le projet qui est fini, ça a été une manière un peu douce de pouvoir tout amener. Et puis c'était aussi une manière pour moi de me détacher du concret et de pouvoir me libérer un petit peu de tout ce qui est réel, de tout ce qui tient sur place et me sentir un petit peu plus libre dans mon dessin architectural. Parce que vous vous êtes senti un peu, je sais pas moi, vous sentiez pas en phase avec votre projet? Je veux dire, la nature du bâtiment, du site, ça vous a un peu... Non, justement au contraire, le site me fait déjà tellement rêver que je voulais pas le coincer et aller simplement dans le concret uniquement. Et vu que c'est un site qui fait rêver, qui est fascinant je trouve, ça me permettait justement de continuer à avoir cet aller-retour entre je crée un projet concret, réel, je fais du dessin, etc. Les planches archi qui sont des planches archi, et j'ai toujours cet appel à l'imaginaire, à l'imagination et au fictif par le récit. Et parce que c'est vraiment ce que le site évoque à mes yeux. En fait. Et si demain Saint-Pierre-la-Cour avait fini sa vie, que je devais faire en sorte que ce site-là soit devenu un site plus vivable, etc., etc. Moi, je l'ai Comment les travaillé... générations se poseront la question, quoi. Ouais. Bon, c'est vrai que moi, je l'ai travaillé comme... je voulais pas le virer, je voulais le Non, mais laisser intact. il y aura une fin. Oui, c'est sûr. Mais là, moi, mon projet, la finalité de mon projet, c'était de créer une L'intégrer. sorte de mémoriel, en fait, de cette structure qui est impressionnante.
Mais oui, effectivement, comment se monter, etc. Mais c'était... Voilà, là je me suis laissée aussi rêver et justement je suis pas allée dans exactement... Je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Oui, mais c'est bien aussi, ce qui est pratique et bien avec le récit comme médium, c'est que justement tout le monde peut imaginer un peu ce qu'il veut derrière et s'approprier les mots à sa manière. Merci. Merci. On va revenir sur Terre. On va écouter du coup Julien Guénégué, donc de l'agence Guénégué. Pardon. Nous parler de l'agence Rhizome, nous parler donc de ce projet. Peut-être le raconter comme une histoire, comme vous le ressentez. Je ne sais pas si, du coup, Stéphane, enfin vous voyez, si vous voulez être tout seul ou si Stéphane. Pas hésiter à intervenir. Bonsoir à toutes et tous. Déjà, je suis très content de revenir sur les lieux du crime quelques années après. Parce que pour nous, c'est un projet donc livré 2018, mais conçu 2016. Donc il y a tout le temps de la conception et de la construction qui compte aussi dans notre métier. Juste, je voulais rebondir sur ce que vous disiez avant de parler du projet. C'est pas un acte isolé d'un architecte, un projet d'architecture. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que nous on approche notre métier, mais c'est une accumulation de savoir-faire, de talent, de travail. Et il y a rarement un bon projet quand il n'y a pas eu un bon programme en amont. Si le programme n'a pas été bien déterminé, que le budget n'a pas été bien étalonné, on n'arrive pas à faire un projet qualitatif. Donc, et puis c'est aussi une aventure humaine de cette phase-là, très en amont, jusqu'à le faire sur le chantier. C'est fait de mains d'hommes et de femmes, surtout des hommes dans le monde du bâtiment, mais ça change un petit peu. Mais voilà, c'est des êtres humains qui construisent, qui sont l'hiver dans la boue, à couler un peu de béton, dans des conditions pas faciles. Et c'est aussi ça pour moi l'histoire d'un projet, c'est qu'on aime bien venir sur nos chantiers et les suivre nous-mêmes parce qu'on est en face des gens qui fabriquent. Et on a beaucoup à apprendre d'eux et on l'oublie un peu trop souvent, je trouve. Donc ce projet, il a eu le prix du CAUE, un prix d'urbanisme et pas un prix d'architecture. Et en fait, pour moi, ça pose exactement l'introduction du projet. On a fait un projet d'architecture, mais il a été reconnu pour ses qualités urbaines. Et c'est là l'essence même de notre approche de ce type de projet, c'est de la requalification urbaine. On n'arrivait pas sur une page blanche. Il y avait un équipement qui existait avant nous, la commune était en train de réorganiser son centre et on arrivait sur ce qu'on appelle une dent creuse dans notre jargon et pour nous, quand il y a une dent creuse, il ne faut surtout pas s'attacher à la remplir, mais au contraire il faut créer du vide, parce que c'est dans le vide qu'il va y avoir de l'usage et de l'habiter, et c'est là où tout se joue. Donc, et c'est en ça où on a questionné un petit peu les faisabilités architecturales qui avaient été faites dans les phases avant, en amont, en conception, pour voir si le programme rentrait. C'était de dire comment est-ce qu'on va organiser du vide, de la respiration, des vues, comment on va poser un objet, pas en tant qu'objet, mais un objet qui va faire sens avec tout ce qui se passe autour. Il y a des petites maisons, des sens de fêtage dans tous les sens, et on s'est dit il faut que notre pièce, notre petit bloc de Lego, il trouve sa place de manière juste, et une fois qu'on n'est plus là, c'est comme si le bâtiment avait un peu toujours été là. Et pour nous ça c'était important d'avoir cette approche-là. Et puis on fonctionne aussi, nous, alors sans me comparer à Zumthor, mais avec une image, on a souvent un truc qui nous anime au début, et alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait montré une image référente au début d'un projet de MVRDV, des architectes hollandais, qui s'appelle la maison Parasite. C'est une petite maison, vraiment presque un studio, posé sur le toit d'une usine, un peu bleu électrique.
que j'ai eu la chance d'aller voir. Et quand on est là, c'est une petite maison qui a presque rien à faire là, mais quand on est à cet endroit, on se dit waouh, quelle chance d'habiter là, on se sent privilégié d'être là. Et on s'est dit, là on nous demande de mettre une médiathèque et des logements, il ne faut pas que les logements subissent la médiathèque et vice versa. Il faut que ce soit une chance pour les logements d'habiter sur le toit de la médiathèque. Et là, avec cette envie-là, on a fragmenté les 9 logements en plusieurs petits blocs et posé quelques maisons sur le toit. Alors des maisons, pas juste pour faire des maisons, mais parce qu'il y avait un environnement de pente, de jeu de toiture, une écriture vernaculaire, et c'était important de s'inscrire dans une continuité. Et aussi, il fallait faire signal, avoir une touche contemporaine. C'est une médiathèque, c'est un lieu public. Il fallait qu'on puisse le retrouver facilement, s'y donner rendez-vous, se repérer dans la ville. Et c'est pour ça qu'on a aussi ces cubes blancs et cette architecture volontairement contemporaine à cet endroit-là. Les maisons sur le toit, voilà, elles nous ont accompagnés tout au long de la conception. Le faux plafond ici, il n'est pas là par hasard, c'est l'emprise d'un des logements juste au-dessus de nous, c'est pas que un effet de déco. Il vient se prolonger en bois juste de l'autre côté, et les effets de vitrage, justement, là on a l'impression que ça ne se termine pas, ça, on trouve ça assez chouette, et ça fait écho au bardage bois du bâtiment qui est en face. Là encore, c'est important que la boucle se fasse et qu'on se sente à l'huisserie ici, à cet endroit-là, et que tout se mette un petit peu en résonance. Et cette question de résonance, elle est importante pour nous. On aime bien parler d'écosystème. Quand on vient poser notre bâtiment quelque part, il faut qu'il trouve sa place et qu'il se mette bien en musique avec ce qu'il y a autour de lui. Je reprends la thématique des maisons. Il y a le faux plafond ici, et dans l'entrée, le bardage zinc là, qui descend, là encore, c'est l'emprise d'une des maisons qui vient s'étirer jusqu'en bas, jusqu'au sol. On habite sur le toit de la médiathèque, mais la médiathèque est presque intégrée dans les maisons. Une fois qu'on a eu cette idée-là, de se dire on a une ambiance vernaculaire, on s'intègre là-dedans, on vient fragmenter, découper nos maisons pour pas qu'on ait un effet collectif ou logement un petit peu connoté avec tous les stéréotypes du logement social, parce qu'on est sur du logement social. Alors on s'est dit ok, maintenant il faut qu'on trouve la place pour la médiathèque là-dedans. On était sur un terrain en pente, très peu d'ouverture, finalement la seule façade sur rue c'est celle-là. Il fallait qu'on se crée des vues, qu'on se crée des respirations, et on est venu jouer dans la pente, créer le patio dont on ne profite pas ce soir, mais voilà, amener une respiration, amener de la lumière jusque dans le fond de la médiathèque. Et ça c'était important, que cet espace de respiration, de pouvoir aller lire dehors, emmener son livre au soleil, juste avoir une échappée visuelle, ça puisse se faire au calme, et pas dans la ville, pas connecté directement aux nuisances avec quelques guillemets de la ville. C'était pour nous quelque chose d'important à tenir. Ça nous permet aussi de répondre très concrètement on peut sortir avec un livre et on va pas partir avec, on va lire là, dehors, au soleil, tranquillement, et on le ramène dans la médiathèque après. Et ça permet d'amener des rayons de soleil à certains endroits, et puis des vues sur un espace. Voilà, le patio, on l'a conçu comme un petit jardin à regarder, un petit paysage à l'échelle de cette parcelle qui était finalement bien remplie. Et puis une autre de nos approches, un de nos leitmotifs, c'est qu'un projet architectural, il doit créer du souvenir. Nos pratiques, nos usages, nos souvenirs sont souvent liés à une odeur, une lumière, le grincement d'une latte de parquet, la vue qu'on a en ouvrant des volets, le son que nos chaussures font quand on marche sur un revêtement. Tout ça, ça nous accompagne dans nos quotidiens, et des fois quand on se sent bien dans un endroit, c'est parce qu'il y a toute cette charge de souvenirs qui vient avec nous. Et pour nous, une des réponses pour créer du souvenir ici, c'était de vraiment venir mêler l'équipement, les logements et l'espace public. Donc c'est pour ça que de l'autre côté, il y a un parvis là, qui vient vraiment faire l'appel, l'amorce, l'entrée dans la médiathèque. Ça devient l'extension, une autre extension possible, une extension publique. On a une extension intime, paysagère, et une extension urbaine de l'espace médiathèque.
avec un escalier qui permet d'aller desservir les logements. Et c'est pas simplement un escalier, c'est une déambulation possible. L'escalier, il est volontairement très large. On espère que de temps en temps, il devient gradin, qu'on vient s'asseoir, attendre ses parents ou ses enfants assis dans les marches, faites de la musique ou que sais-je, ça peut devenir quasiment un petit gradin et on met une petite scène en bas. Voilà, c'est l'histoire que nous on s'est racontée en dessinant cet escalier et ce parvis bas. Et puis en haut, il fallait desservir nos maisons sur le toit. Et là encore, il fallait que ça participe d'une promenade et pas seulement d'une circulation. C'est comme ça que rentrer chez soi devient un moment agréable. Et pas vite, je passe dans les parties communes où je badge devant une grille un peu austère là, et je rentre chez moi. Et ce que vous m'avez dit, monsieur Bourg, en rentrant là, on a mis le long du chemin, il y avait une venelle piétonne qu'on est venu intégrer quasiment au projet architectural. Et dans le talus, on a, plutôt que de simplement le planter, on a disséminé quelques petites prises d'escalade en disant c'est le chemin des écoliers ici. Et voilà, on connaît les enfants, ils grimpent partout, et on espère qu'ils viendront s'amuser. Et là encore, ça a créé du souvenir. Les enfants qui grandissent ici, s'ils restent à l'huisserie en repassant, ils se rappelleront qu'ils s'amusaient à grimper ici. Et j'ai appris tout à l'heure que ça fonctionnait, que ça marchait comme ça, et on s'est dit chouette, voilà, c'est en ça où le projet il prend son sens au cœur de la ville. On n'est pas venu poser notre projet, on a répondu au programme, il y a le bon nombre de mètres carrés, on est dans le budget et merci, au revoir. Mais on vient offrir une petite plus-value d'usage par l'acte de construire. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans les projets de requalification urbaine, c'est qu'on a tout un tas de contraintes qui, si on les aborde de la bonne manière, deviennent des richesses pour le projet. Et voilà, donc je pourrais répondre à quelques questions, mais voilà un peu la manière dont on a abordé le projet. Je suis content d'entendre qu'il n'a pas pris une ride, c'est bien, c'est pas le cas du concepteur, mais en tout cas, c'est avec plaisir que je le retrouve là et ça donne envie de revenir. Voilà. Ce que je pouvais vous raconter. Merci. Vous avez raison, la réflexion qui a lieu en amont de l'histoire qu'a raconté l'architecte, qu'est-ce que vous attendez de votre projet, est extrêmement importante, parce que sinon l'architecte peut se retrouver dans un monde en disant je veux un bâtiment, et c'est quoi la vie? Oui, c'est toutes ces données du programme qui nous nourrissent en fait, hein, mais ça tous les concepteurs le disent, c'est presque plus dur de faire un projet en partant de rien, alors que quand on a tout un tas de contraintes, enfin c'est même ça l'essence du métier d'archi, c'est de mettre en musique, de faire la synthèse de tout un tas de données. Et justement, une autre, ça me fait repenser à quelque chose aussi qui était important dans l'approche qu'on a eue, c'était d'avoir mêlé justement équipement et logement. On s'est retrouvé à faire quelque chose, c'est que finalement ce sont les logements qui deviennent le signal urbain de la médiathèque. Finalement la médiathèque elle est assez en retrait, il y a quelques surfaces vitrées et ce qu'on voit de loin quand on arrive c'est ces maisons sur le toit, ce cube blanc et là encore c'est un travail collectif parce qu'il fallait que là je rentre un peu dans la technique, c'est moins du récit mais cette histoire elle a été validée par tout le monde et on s'est dit, Medone a dit ok on va mettre un peu plus de sous que d'habitude sur nos revêtements de zinc, je pense au zinc par exemple, ou les dentelles là, sur la façade ici, c'est un petit peu plus qualitatif que ce qui peut se faire spontanément au logement social. Et ça a été aussi validé par les élus avec une péréquation économique pour que tout ça, tout ce récit, cette envie de maison sur le toit puisse trouver son extension dans le concret et le pratico-pratique. Parce que c'est vraiment ça qui fait que un projet archi réussi, faire beaucoup de crayons, des belles images, ça, tous les archis, on est tous capables de le faire. Ce qui est chouette, c'est quand ça va jusqu'au bout et que voilà, l'idée de départ, elle trouve sa mise en forme et en usage à la fin. En fait, c'est pas un projet qui est neutre, c'est un projet qui a de la personnalité parce que y a l'humain, en fait, c'est la sérénité des humains qui prime qui a primé dans la réflexion. Et c'était vrai aussi pour les deux interventions précédentes. Et on voit bien que en amont de chacune des constructions, qu'elles soient
en béton ou en bois ou dans toutes les matières, c'est bien la vie et l'humain qui priment. Et c'est ça qui porte les projets. Oui, alors ça, pour moi c'est comme ça que le projet est réussi et on fait un peu d'habitat participatif à l'agence et il y a ce terme de maîtrise d'usage qui revient. Donc les gens du bâtiment sont habitués à la maîtrise d'œuvre, c'est le côté conception, maîtrise d'ouvrage, c'est le donneur d'ordre. Mais en fait, pour qui on est là, c'est pour la maîtrise d'usage, quoi. Et si on les met pas au centre dès le départ, si on n'a pas ce prisme-là, le projet, alors il aurait fonctionné, hein, il aurait été fonctionnel, mais il n'aurait pas eu cette complexité, ouais, il n'aurait pas eu le même sens. Il s'intègre dans une place, il s'intègre dans un ensemble, dans une écriture qui sera à la même hauteur, quand on est de l'autre côté, à la même hauteur que les autres. Donc, oui, il y avait tout ce souci de ne pas poser un bâtiment collectif, enfin c'était pas adapté ici, ça aurait été un petit peu incongru. Mais il y a quand même 9 logements, c'est une vraie densification. Ouais. Oui. Il y a les balcons là sont au-dessus du patio pour certains, et les autres sont en retrait, leurs terrasses. Tout ça nous a permis de gérer l'intimité, les co-visibilités avec les riverains qui étaient là avant, qui s'inquiétaient du projet, ça on peut le comprendre. Au-delà des nuisances du chantier, c'est qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que les gens vont voir chez moi, et c'est pour ça qu'aussi les maisons étaient reculées, où des claustras ont été posés pour que chacun, j'espère, y trouve son compte. ça c'est bien vécu, parce que la réaction des gens après. Avant, on a eu les inquiétudes du moment, mais après, les gens ont complètement accepté les choses, tout comme le bâtiment qui est de l'autre côté d'ailleurs. Les inquiétudes avaient eu lieu avant, mais après, quand ça a été vu avec les gens, on n'entend jamais parler. Et les gens s'habituent aussi à la phase. Bon, là, la phase chantier fait du bien, parce que les gens avaient la grue quasiment dans leur jardin. Donc, déjà, quand la grue est partie, ça leur a fait du bien un petit peu. Très bien. Merci. On va voir une application de qu'est-ce qui peut se passer dans ces lieux de médiathèque avec Stéphanie qui va nous lire un texte d'un recueil de nouvelles donc, qui s'appelle Paysage et qui a une histoire avec l'association lecture en tête. Mais après, je vous laisse c'est ça. en parler. Que vous m'avez demandé de lire un extrait, j'ai tout de suite pensé à ce livre qui s'appelle Paysage. En fait, c'est issu d'une résidence d'écriture de 10 auteurs organisée par l'association Lecture en Tête, qui est une association lavalloise qui organise notamment le festival Premier Roman chaque année. Et donc la thématique, le sujet, c'était d'écrire un texte sur la thématique paysage. Donc je vais vous lire un extrait qui a été écrit par Violaine Béraud, donc une autrice française, et qui s'intitule Mayenne. Pour cette courte résidence en Mayenne, me plaisait l'idée de séjourner non pas à Laval, comme lors de mes précédentes venues, non pas dans une grande ville, même si Laval, je dois le reconnaître, est certainement ce que l'on peut imaginer de plus calme comme grande ville, mais dans cette ville de taille modeste qu'est Mayenne. La vieille cité sagement assoupie au-dessus de la rivière m'a immédiatement plu, d'autant que j'avais été assignée au cœur de la ville, ce cœur d'un si tranquille petit bourg. Moi qui toujours ai la hantise de me retrouver dans quelques désolantes périphéries. Car là où je vis est aussi là où j'écris. Et là où j'écris, le cadre ne doit pas me heurter. Or, heurté je le suis vite par certaines horreurs que l'homme construit, moi qui depuis 20 ans a fait le choix de vivre dans une jolie vallée pyrénéenne que personne ne connaît. J'avoue avoir eu, m'installant ici par une semaine, le vague et naïf espoir que peut-être dans cette ville discrète qui m'accueillait, je parviendrais à écrire ce que je me devais d'écrire, puisqu'écrire j'étais venue pour cela. Habituellement, pourtant, je refuse catégoriquement toute commande d'écriture, mais j'avais accepté celle-ci. Sans doute avais-je répondu favorablement à cause de mon histoire particulière avec la Mayenne et Lecture en Tête,
avec les gens d'ici qui furent les premiers à m'accueillir chaleureusement quand, toute jeune encore, mon roman « Jeanne sous le bras », j'allais en classe parler pour la première fois de cet étrange travail d'écriture. J'avais donc accepté cette commande d'écriture, et l'acceptant avait accepté son thème, celui que je redoute certainement le plus, paysage. Car je me sais incapable de raconter les paysages. Dans aucun de mes romans, je n'ai osé m'aventurer à une description paysagère digne de ce nom. J'ai toujours été convaincue de ne pouvoir dire véritablement la nature, le dehors, qu'en passant par le prétexte des émotions qu'il provoque chez les humains. Il s'avère impossible pour moi d'écrire le paysage hors l'homme. Ce n'est pourtant pas faute d'aimer à la folie certains endroits quasi sauvages, dont celui où je vis, ma grange accrochée à la pente, noyée en pleine forêt, face au sommet, et si agréablement éloignée de la civilisation. Ce n'est pas faute non plus d'aimer lire certaines descriptions écrites par d'autres. Je me souviens mon extase en découvrant la scène des clochers chez Proust. Je n'avais jamais lu Proust. J'y allais à reculons avec cette appréhension que j'éprouve pour les classiques de la littérature. Ces relents laissés par quelques mauvais professeurs si férus d'analyse des textes qu'ils m'avaient dégoûté d'eux. La scène des clochers, je l'ai lue dans un train, puis dans ce même train relu et recopié, pour tenter de comprendre comment il pouvait être possible de si bien décrire un paysage. Ce fut pour moi un choc de lecture, et donc d'écriture. Inoubliable. La sensation d'être assise dans la calèche, de voir s'approcher et tourner les clochers l'un après l'autre autour de moi, je me souviens encore du vertige qui m'avait pris, de m'être demandé comment pareil miracle pouvait se réaliser, me faire éprouver à moi, lectrice, la conviction de regarder un paysage qu'en réalité je ne regardais pas, que je me contentais de lire. Je ressens la même chose dans un style presque opposé avec Les Petites Merveilles de Giono. Ces romans de peu de pages qui, en quelques phrases minimalistes, me font arrêter net ma lecture devant ce qui paraît d'être presque rien, 4 ou 5 mots qui se suivent, mais si inattendus l'un après l'autre, si effrontément justes, si vrais pour découvrir la terre, que je jure que j'y suis, moi qui n'y suis pourtant pas, à marcher dans cette Provence aride, à avoir soif et sentir le vent. Et si ça vous intéresse, il a la médiathèque pour lire la suite. Il pose trop de questions. Par rapport au texte, Il faut juste venir à la médiathèque. Alors, le dernier sujet qu'on vous propose ce soir, c'est de voir une petite vidéo qu'on a fait avec Antoine Maréchal, qui est un architecte illustrateur. Et en fait, on a connu Antoine parce qu'il avait réalisé, dans le cadre d'une mission pour la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, une mission qui s'appelait Carnet de chantier. La DRAC avait missionné dans les 5 départements des Pays de la Loire des architectes illustrateurs pour dessiner sur le temps du chantier ce qui se passait sur des projets. Donc en Mayenne, il y en a eu 3. Donc là, on est à Ferrier, dans le quartier Ferrier. Donc voilà, Antoine avait travaillé sur ce chantier-là. Et du coup, ça a été un prétexte, on avait rencontré avec l'exposition, etc. Et là, ça a été un prétexte pour qu'il nous raconte aujourd'hui comment il travaille, comment il vit son métier d'architecte illustrateur. Et il ne pouvait pas être là ce soir parce qu'il est dans une résidence en Tunisie. Donc c'est pour ça qu'on a enregistré. Je suis Antoine Maréchal, je suis de formation architecte, j'ai un diplôme en architecture en 2017 de l'école de Marne-la-Vallée qui s'appelle aujourd'hui Paris-Est. Et je n'ai jamais exercé le métier d'architecte en agence, hormis les stages obligatoires, puisque on va dire que j'ai conduit ma scolarité avec quand même l'idée du dessin en tête. Je fais partie des enfants qui ont toujours dessiné, qui ne sont jamais arrêtés. Et l'architecture, c'était une occasion trop belle pour continuer à pratiquer le dessin. Donc je dis pas que je touchais pas l'ordinateur, mais c'est vrai que j'ai fait quasiment jusqu'au diplôme, et en tout cas mon diplôme entièrement à la main. Ce qui a permis tout de suite après l'obtention du diplôme en juin 2017 d'aller travailler l'été même qui a suivi
dans les agences de mes professeurs, qui étaient donc à côté d'être enseignants, étaient donc des praticiens, aller faire des dessins pour les concours d'architecture. Eux, ayant vu mes travaux dans le cadre de l'école, m'ont commandé tout de suite après des perspectives, des vues aériennes. Dans dans le style un peu bande dessinée que déjà j'expérimentais à l'école. Et donc, l'enchaînement s'est fait comme ça, sans véritablement avoir eu un plan de carrière sur la question du dessin ou l'illustration d'architecture. Donc voilà. D'ailleurs, presque, moi j'ai utilisé le mot illustrateur parce que c'est ce qui est le plus évident pour tout le monde, mais c'est vrai que le métier, enfin moi, et de plus en plus, quand j'arrive à le faire, mais je discute avec les collègues aussi, c'est vraiment, c'est metteur en scène, quoi. C'est mettre en récit quelque chose. Je suis pas quelqu'un, par exemple, même de très engagé sur le plan, enfin, je suis quelqu'un plutôt observateur, comme souvent les dessinateurs, c'est des gens qui observent le monde, plus spectateur qu'acteur. Je n'avais pas un engagement, un militantisme en architecture sur les questions des matériaux. Et aujourd'hui, de fait, que j'ai pu travailler avec des gens qui, eux, portaient des messages, m'ont sensibilisé. Donc, en fait, le dessin, c'est un peu mon cheval de Troie pour rentrer dans des univers qui peut-être étaient soit éloignés ou j'avais pas conscience. Donc, petit à petit, je suis touché par toutes ces choses et je les traverse et ça m'enrichit. Alors, pour parler de la méthode et les influences, je pense qu'elles sont un peu liées, puisque l'imaginaire, pour moi, dans le dessin, c'est la bande dessinée, et je dirais la bande dessinée franco-belge, voilà, un peu les BD que mes parents m'ont filé très gamin. Et, et dans un premier temps, j'étais un lecteur, évidemment, de ces histoires de BD, mais très vite, j'ai vu aussi la maestria du dessin, de la ligne, ce qu'on appelle la ligne claire, ce dessin très, très lisible. Et en enseignant, je me suis très vite rendu compte que c'est aussi voilà, un dessin qui nécessite énormément de travail, puisque pour avoir cette lisibilité du trait, il faut avoir énormément de dessins en amont préparatoire. Et puis, il faut dire aussi que, bon, pendant mes études, j'avais plutôt une orientation urbaine, enfin voilà, la ville, l'urbanisme. Et finalement, invité par certains professeurs, mais aussi par moi-même, je me suis rendu compte que les imaginaires ou les représentations de la ville les plus pertinents, beaucoup étaient dans la bande dessinée, en fait. Bien sûr, il y a le cinéma, enfin, quand on sort de l'architecture, mais les images de la ville, moi, j'ai été très nourri par des BD, avec soit des villes imaginaires, mais même choses très concrètes, Paris, Bruxelles, évidemment, mais New York, Tokyo, des villes où je ne suis jamais allé, mais le médium bande dessinée pousse tellement loin, en fait, la question de la représentation de la ville, de l'architecture, de l'espace, case après case, des fois, il y a des portraits de ville qui se dessinent derrière une histoire qui sont passionnants. Et du coup, en découle la méthode de travail qui est un petit peu répétitive, artisanale, c'est-à-dire de commencer, après échange avec un commanditaire sur les attendus d'un document, c'est de proposer une esquisse pour proposer un cadre, vraiment comme une planche de BD, comme une case, un cadrage, une échelle des éléments représentés et la succession des plans. Ça, c'est vraiment peut-être ce que je trouve le plus important. Et après commence une partie qui est beaucoup plus laborieuse et qui est aussi un peu méconnue on va dire, du grand public, que ce soit dans la commande en architecture ou même chez le lecteur de bande dessinée, ce qu'on appelle un crayonné. C'est-à-dire que là, vous allez donner forme de manière assez précise à tous les éléments que vous avez intégrés dans le croquis et qui sont attendus. Et là commence un travail un peu patient de mesure. Je travaille beaucoup à la règle à ce moment-là parce que voilà, les choses, comme on parle d'architecture, hein, les choses ont une mesure, une dimension. Et on a aussi dans la BD comme dans l'architecture, cette exigence de lisibilité. Et puis, la dernière étape qui est peut-être la plus agréable, c'est ce que moi j'appelle l'ancrage. C'est vraiment des termes empruntés de la bande dessinée. C'est voilà, c'est une méthode artisanale qui me tient à cœur. C'est de venir avec un pinceau ou un feutre et puis de faire cette fameuse ligne claire. C'est la seule parmi les différentes lignes au crayon de l'esquisse. On en choisit une, celle qui nous paraît la plus lisible, la plus forte, et le dessin apparaît comme ça. Et puis, il y a une dernière étape qui est celle de la couleur, évidemment imposée évidemment, dans les concours, généralement, l'usage de la couleur est primordial. Il y a toujours des chartes graphiques. Donc là, pour aussi une question de temps, par contre, je passe la couleur de manière informatique pour pouvoir éventuellement faire des retouches, des changements. Que si je travaillais la couleur directe, ce serait beaucoup plus long. Concernant les commanditaires, c'est assez intéressant l'évolution, puisque je pense qu'elle est très liée au style de dessin que chaque illustrateur peut proposer. Moi, n'ayant pas un dessin, je dirais, Rotring, 0,03 mm, avec énormément de détails, presque de l'aspect constructif des choses, j'ai pratiquement ou très peu travaillé avec finalement des architectes sur des concours dits d'architecture qui imposent du détail,
du détail constructif notamment. D'avoir ce dessin à ligne claire, très bande dessinée, qui est un petit peu, comment on pourrait dire, qui laisse beaucoup de place aussi à une forme d'interprétation, m'a conduit petit à petit à travailler beaucoup plus avec des urbanistes, voire même maintenant aujourd'hui des paysagistes, donc la grande échelle, et, euh, et même de passer de l'autre côté. Pour être sincère, maintenant je travaille plus avec de la maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'œuvre, donc dans des, à la fois effectivement la maîtrise d'ouvrage, mais aussi dans des grands enjeux de communication pour des CAUE, pour des municipalités. J'ai beaucoup travaillé avec la SPL de Lille. Voilà, parce que je pense que ce dessin, BD ligne claire encore une fois, il a des vertus de clarté, et aussi de laisser beaucoup de place à une forme d'interprétation, d'imagination. Souvent, on me l'a dit, hein, c'est rassurant cette forme de dessin parce que c'est pas contractuel. Vous voyez, c'est-à-dire que l'agence qui va produire l'image sera moins embêtée le jour où à la livraison les arbres sont pas comme ce que j'ai dessiné moi parce que ce style graphique prend déjà énormément pas de distance, mais un langage particulier par rapport à la réalité. Alors j'enseigne depuis presque maintenant 5-6 ans. J'ai commencé de manière un peu très ponctuelle, on va dire, en organisant des workshops sur le dessin in situ, c'est-à-dire le dessin sur place, ce carnet à la main, en balade, aux Beaux-Arts de Dijon, pour des étudiants qui étaient en design d'espace, donc des gens qui étaient formés aux Beaux-Arts, mais qui se destinaient à des métiers quand même de concepteurs. Ces gens-là pouvaient vouloir intégrer des écoles d'architecture ou de paysage. Donc c'était vraiment un moment très charnière. Ils arrivaient avec une technique graphique très poussée, même souvent que moi je ne maîtrisais pas. Par contre, assez peu de regard sur la ville, parce que leur formation, leur sensibilité était sur d'autres sujets. Donc là, moi, je me suis formé en fait beaucoup en tant qu'enseignant, parce que bon, quand on est prof de dessin, on peut déjà s'appuyer sur le fait de d'arpenter la ville avec un carnet, avec un petit groupe d'étudiants. Donc, il n'y a pas ce côté impressionnant du cours magistral où on va délivrer un discours, une pensée qui doit un peu éclairer l'étudiant dans sa voie. Non, non, c'est vraiment, enfin, en tout cas, moi, je l'ai toujours vu comme quelque chose de très empirique. D'ailleurs, je, j'essaie de faire le plus court possible sur les notions de perspective et de géométrie dans l'espace. Alors, évidemment, il y a toujours 3-4 points qu'il faut, ne serait-ce que en termes de vocabulaire, voilà, qu'est-ce qu'une ligne d'horizon, qu'est-ce qu'un point de fuite, etc. Mais très vite, j'invite les étudiants à aller sur le terrain et à se confronter, en fait, et il y a toujours un peu un saut dans le vide, parce que là, j'ai remarqué au tableau, bon, on comprend ces questions de point de fuite. Tout d'un coup, on est dans l'espace, l'espace n'a pas de limite à part celui de notre regard, donc où porter le regard, où cadrer, ça c'est les choses peut-être les plus importantes finalement, plus qu'un dessin qui serait parfaitement juste sur le point de vue de la géométrie. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc j'aurais plutôt tendance à une pédagogie un petit peu moins très exigeante sur le fait de dessiner beaucoup sur place et de refaire l'exercice chaque semaine, d'avoir une espèce d'hygiène du dessin, quoi. Ça, j'invite même tous les étudiants à le faire, hein, peu importe le niveau, parce qu'au finalement, on apprend toujours, on se perfectionne toujours. J'ai choisi cette image qui est extraite de la bande dessinée Béton que j'ai co-réalisée avec Claude Bechtold et Alia Bengana. Et donc, c'est une BD enquête, si vous voulez, qui s'inspire, enfin, pas qui s'inspire, ce sont des faits, c'est l'adaptation en bande dessinée d'une enquête qui était parue dans le journal Le Temps. Donc, tout le travail d'investigation qu'ont réalisé Alia, qui est architecte, Claude, journaliste, est retranscrit et si vous voulez, c'est raconté de la manière dont ça a été réalisé. C'est un polar, quoi, parce que c'est un couple qui se retrouve confronté à des méthodes mafieuses de la part de grands cimentiers en Suisse, dans le canton de Vaud. Donc la BD, c'est un travail très rigoureux, mais à un moment se pose la question de évidemment transmettre ce sujet, certes un peu technique, un peu ardu au grand public, et outre la bande dessinée, il a fallu aussi à un moment avoir recours à des choses qui sortaient purement du cadre de l'enquête, de la réalité, et notamment à des mondes imaginaires ou à des systèmes de représentation un petit peu originaux, on va dire. Et ça, pour moi, c'est la force du dessin, en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette planche, qu'elle met sur le même plan à la fois des données vérifiées, une enquête, euh, un dessin qui est réalisé avec la même rigueur que si j'avais dessiné une architecture réelle, voilà, très ligne claire, très mesurée, très composée, et en même temps voilà, un univers imaginaire, référencé, humoristique. Et tout ça se superpose et grâce au dessin, ça fabrique une seule et même image, quoi.
Et donc là, l'enjeu sur cette grande page, c'était de faire comprendre en une demi-seconde les plus grands cimentiers qui se partageaient en fait la production de ciment à l'échelle mondiale. Et donc là, le choix a été fait de représenter chaque entreprise sous la forme d'une planète de béton dont la grosseur est véritablement proportionnelle à son poids dans l'industrie du BTP. Et là, on a commencé en fait à tirer le fil. Donc planète, qui dit planète dit Star Wars. Alors, pour la petite histoire, on a eu quelques soucis avec Lucasfilm pour l'utilisation du personnage de Darth Vader. Et donc là, avec Claude et Alia, en une soirée, on a conçu cette image où chacun rajoutait une idée. Ah, mais Darth Vader, en fait, il va discuter avec le personnage donc le petit personnage qui est le maire, qui existe vraiment d'une commune qui subit des pressions depuis de nombreuses années des cimentiers, donc qui est écrasé par l'empire du ciment, donc représenté ici par Darth Vader. Ensuite, cette séquence nous permet aussi de faire le lien. Vous ne voyez pas, mais la page d'après, on parle des zadistes, enfin d'une ZAD qui s'installe justement dans ce village, prise de conscience. Et donc là, on fait l'intervenir en jouant toujours sur la parodie du film, des personnages au premier plan qui sont comme des soldats de l'Empire et qui signalent à l'empereur sur la passerelle qu'il y a une identité zadiste repérée dans la galaxie, machin. Et voilà. Et donc c'est une séquence qui, sous couvert d'imaginaire, de légèreté, d'un univers BD un petit peu innocent comme ça, raconte énormément de choses de cette enquête. Et le poids des cimentiers et la pression faite sur les agriculteurs, les maires, les petites communes, la résistance qui s'organise et la prise de conscience progressive d'une partie des habitants. Et voilà. Et donc c'est quand j'ai fini cette planche où des fois je me pose la question, qu'est-ce qu'apporte la BD par rapport à un dessin technique, pour être plus précis, ou par rapport à une photographie, ou par rapport à une enquête journalistique. Enfin, pourquoi on fait une adaptation BD? Et tout d'un coup, avec des planches comme ça, je me dis, ah oui, ça, c'est vraiment le médium bande dessinée illustration qui permet de réunir, voilà, une espèce à la fois quelque chose je dirais pas de léger, mais d'accessible, de percutant, mais en même temps très sérieux, très documenté, très politique au final. Merci Antoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Présidence. Au revoir. Au revoir. Voilà. On vous a laissé quelques extraits de carnets de chantier qui sont derrière, mais qui ne sont pas ceux de Laval ou de Mayenne parce qu'on n'en a plus. Donc c'est au Mans, c'est dans la Sarthe, c'est en Maine-et-Loire ou en Mayenne, en Loire-Atlantique, mais voilà, vous verrez comme ça qu'est-ce que c'était ce travail. Mais c'est vrai que ça a permis de parler d'architecture et d'un moment qu'on voit moins sur les projets, qu'on valorise pas tellement, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les chantiers sur ce temps-là, et qui est important aussi, où il se passe vraiment beaucoup de choses, et qui est aussi vraiment avec... qui fait tout pour rendre un projet aussi comme on va le vivre après. Alors, voilà. Si vous voulez des informations sur notre activité ou d'autres choses, vous pouvez toujours nous retrouver à Laval, vous pouvez regarder notre site ou nous envoyer des mails. Et puis sur nos dernières activités, donc le prochain mardi, ça va être un peu moins ludique, parce que la thématique c'est le marché public, principes et méthodes de la commande publique. Donc on va voir comment on fait ça. Bonne chance. Il faut une BD. On va voir avec Cédric. Non, on va s'en occuper. Le dernier en mois de décembre sera un peu plus intéressant, peut-être, enfin moins. C'est autre chose. Et puis sinon, comme événement, samedi matin, on vous propose dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, c'est un lieu que vous connaissez pour beaucoup, mais pour ceux qui ne le connaissent pas complètement, ou envie de voir des endroits qu'on ne voit pas forcément, on vous propose une visite de l'espace Mayenne à Laval. Donc entre 9h et 10h, on sera avec le directeur de l'espace Mayenne, donc Éric Dussolier, et puis aussi Sophie Bonnière, donc, qui représente la maîtrise d'ouvrage du département. Voilà. Après, dans quelques temps, on aura le 19 novembre, en partenariat avec la ville de Laval, une conférence de Sonia Lavadino, qui est une anthropologue, chercheuse
bon, ce soir on a été un peu suisse, mais bon, suisse, mais qui travaille sur tout le monde et qui parle très bien des espaces publics et qui a de belles visions sur tout ça et qui est, voilà, donc le prétexte de la place du 11 novembre, qu'elle ne connaît pas, elle n'est pas venue à Laval, mais voilà, on profite de la voir et elle viendra faire une conférence à 19h le 19 novembre dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Laval. Et oui, là, il y a un autre événement, ça c'est avec la DDT, le 29 novembre, peut-être chambre d'agriculture, je ne sais plus s'ils sont avec eux ou pas. Et ça sera c'est dans un lycée agricole de Laval, et ça sera une conférence avec Pierre Jamin et d'autres acteurs qui parleront de l'architecture et l'agriculture. Si les thèmes de l'architecture et l'agriculture vous intéressent, en ce moment il y a une belle exposition qu'on n'a pas encore vue nous, mais il y a aussi des petits papiers derrière, à l'école de Nantes, à l'école d'architecture de Nantes, très grande exposition. Et c'est avec l'Art d'EPA, donc une association maison de l'architecture des Pays de la Loire, qui fait un tas de conférences, d'actions autour de cette thématique pendant plusieurs semaines. Voilà. Et puis ça c'est Valentine qui veut que vous... Alors ça c'est mon chapitre. Je vous embête à chaque soir avec ça. Mais effectivement, pour être au courant de tous les événements qu'on fait, on aime bien connaître des nouvelles personnes. On adore les fidèles, mais on aime bien aussi des nouvelles personnes. Donc pour être au courant de tous les événements, eh bien, il faut s'inscrire à la newsletter. Et comme ça, vous recevez nos invitations et vous êtes les premiers sur la liste sur Google Form. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez scanner et comme ça vous pouvez être au courant de nos événements. Et voilà, nous, on est correct en RGPD. Voilà, comme ça on est en règle. Donc on compte sur vous. Merci beaucoup aussi à la ville de Vissery et à Stéphanie aussi pour